Je me souviens encore du chaos qui régnait alors dans ma tête. Tout tourbillonnait et se réagençait comme dans une chambre noire. Le blanc semblait noir et le noir blanc. Le mensonge semblait vérité, le fantasme un devoir. Ces lignes du roman Roudine d'Ivan Tourguenieff sont généralement perçues comme une description vivante du trouble des sentiments et des pensées du héros. Mais si ce n'était pas simplement une métaphore littéraire? Et si ces mots étaient la clé pour comprendre toute une époque? Et si cet ancien instrument d'optique qui inverse l'image était le symbole parfait de notre enquête? Et si le grand écrivain, connu pour son réalisme inégalé, avait, sans le savoir, documenté un monde que nous avons perdu? Un monde que l'histoire officielle préfère ignorer. Nous avons l'habitude de considérer les classiques russes comme un monument figé de la littérature, un ensemble d'intrigues et de personnages pour l'analyse scolaire. Mais sous le vernis des manuels, sous la patine du temps et des interprétations apprises, se cachent des témoignages stupéfiants. Des détails, des faits et des descriptions qui ne cadrent absolument pas avec l'image convenue du XIXe siècle. Les romans de Tourguenieff n'apparaissent pas seulement comme des œuvres de fiction, mais comme une sorte de cliché documentaire d'une réalité disparue. Des artefacts remplis d'anomalies étranges et d'incohérences techniques. Si l'on lit attentivement, en rejetant les stéréotypes habituels, les pages de ces livres commencent à parler une autre langue, révélant l'image de mondes bien plus complexes et technologiquement avancés que ceux que l'on veut nous faire croire. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une enquête. Ensemble, nous parcourons les pages de ces œuvres, rassemblant ces indices, des lapsus, des phrases fortuites, des descriptions de paysages et de technologies. Chaque détail est un fil qui, une fois tiré, peut commencer à démêler l'écheveau des contradictions historiques. Nous verrons comment l'écrivain, dans sa quête de la plus grande authenticité, a consigné ce qui l'entourait, et ses observations ressemblent aujourd'hui à de la science-fiction. C'est un voyage dans un passé qui s'avère totalement différent de ce que les manuels décrivent. Et la première anomalie, la plus évidente, qui saute aux yeux dans cette approche, c'est le monde lui-même, l'environnement dans lequel vivent et agissent ces personnages. Voyons comment Tourguenieff l'a vu et l'a immortalisé. Commençons par le roman Roudine, dont les événements se déroulent aux alentours des années 1830. Tourguenieff, avec son souci du détail, nous peint un paysage qui semble aujourd'hui presque féerique. C'est un monde où subsistent encore les témoins d'une nature ancienne et puissante. Près d'un domaine disparu depuis longtemps se dressent deux immenses pins, tels deux sentinelles silencieuses, dans la haute verdure desquels le vent bruissait éternellement et grondait d'un air sombre. Ce ne sont pas de simples arbres, ce sont des monuments, les vestiges de quelque chose de majestueux. Mais même ici, dans ce monde, les signes du déclin sont déjà visibles. Non loin de là, s'étend une forêt de chênes décrépites, desséchées et mortes depuis longtemps. De rares squelettes gris d'arbres gigantesques se dressaient comme des fantômes mélancoliques au-dessus des jeunes broussailles. Remarquez les adjectifs, immense, gigantesque. Tourguenieff souligne une échelle incomparable avec ce que nous voyons aujourd'hui. Il décrit les derniers fragments d'un monde de géants, d'un monde de forêts puissantes qui, sous les yeux de sa génération, se transforme en ruines fantomatiques. Cela crée un sentiment d'adieu à quelque chose d'irrémédiablement perdu. Mais l'existence même de ces géants dans les années 1830 est consignée comme un fait indiscutable. Et maintenant, comme si nous faisions un bond dans le temps, ouvrons le roman Pères et Fils. L'action se déroule en 1859. À peine 25 ans se sont écoulés, et le tableau que nous peint le même auteur est méconnaissable. Il frappe par sa désolation. Les lieux qu'il traversait ne pouvaient être qualifiés de pittoresques. Des champs, rien que des champs, s'étendaient jusqu'à l'horizon. Où sont les pins séculaires et les chênes géants? Ils ont disparu. À leur place, un espace infini et morne. Tourguenieff énumère avec une précision impitoyable les caractéristiques de ce nouveau monde. Des rivières aux berges effondrées, de minuscules étangs aux digues fragiles, de petits villages aux isbas basses sous des toits sombres, souvent à moitié détruits. Partout, on voit les signes non seulement de la pauvreté, mais bien de la ruine et de la décadence. Des croix penchées sur des cimetières dévastés, des vaches décharnées broutant avidement l'herbe dans les fossés.
Même les arbres restants sont des sols de bord de route à l'écorce arrachée et aux branches brisées, se tenant là comme des mendiants en haillons. Mais le trait le plus accablant, le plus éloquent de ce tableau est une simple phrase lancée par les personnages. Ils se plaignent de la chaleur et l'un d'eux remarque « Mais il n'y a pas d'ombre dans le jardin ». Et il obtient confirmation. C'est vrai, il n'y a pas d'ombre. Pensez-y, une absence totale d'ombre. Cela signifie une absence totale d'arbres adultes et hauts, capables de donner cette ombre. En un peu plus de 2 décennies, le monde des forêts géantes s'est transformé en une plaine brûlée et sans arbres. C'est là que surgit la question principale, déconcertante. Où ont disparu des écosystèmes entiers ? Quelle sorte de cataclysme a pu, en un laps de temps si court à l'échelle historique, la durée d'une seule génération, changer si radicalement et irréversiblement le paysage d'un pays entier ? La déforestation habituelle pour les besoins de l'industrie ou de l'agriculture n'explique pas une dégradation aussi totale et rapide. Les descriptions de Tourguenieff ne parlent pas d'une mise en valeur planifiée des terres, mais des conséquences d'une catastrophe à grande échelle qui a laissé derrière elle des toits détruits et des berges effondrées. Pourquoi le monde de Rudine, qui se souvenait encore de la grandeur de la nature, est-il si radicalement différent du monde dévasté de pères et fils ? Que s'est-il passé exactement entre les années 1830 et la fin des années 1850 ? La réponse à ce mystère se trouve peut-être non seulement dans ce qui a disparu de ce monde, mais aussi dans ce qui y subsistait encore. Peut-être que les technologies qui entouraient les personnages de Tourguenieff étaient bien plus avancées que nous ne le pensons, et que ce sont elles qui détiennent la clé de ce mystère. Sur fond de cette nature déclinante et de ces terres dévastées, les détails technologiques disséminés dans les pages des romans de Tourguenieff paraissent encore plus stupéfiants. Il brosse le tableau d'une puissance industrielle qui non seulement ne correspond pas, mais contredit directement nos idées sur le milieu du XIXe siècle. Commençons par la scène finale de la vie de Dimitri Roudine. 1848, Paris, combat de rue. Le héros apparaît au sommet d'une barricade sur la carrosserie enfoncée d'un omnibus renversé. Dans ce seul mot, enfoncé, réside toute une révolution technologique. L'écrivain, connu pour sa méticulosité, ne choisit pas ses mots au hasard. Si la carrosserie avait été en bois, comme il se doit pour une voiture de cette époque, elle aurait été brisée, fracassée, défoncée. Le bois se brise, se fissure, se fend. Mais il ne s'enfonce pas. Le terme « enfoncer » décrit la déformation d'une fine tôle de métal. C'est le langage que l'on emploie pour parler des carrosseries de voitures modernes qui ont subi une bosse. Cela signifie que l'omnibus décrit par Tourguenieff n'avait pas une charpente en bois recouverte de planches, mais une carrosserie entièrement métallique, ou du moins recouverte de tôle, fabriquée par une technologie d'emboutissage ou de laminage. Et cela, à son tour, suppose l'existence d'une métallurgie et d'une construction mécanique développée, capable de produire de grandes feuilles de métal et de leur donner une forme complexe. Un niveau qui, nous assure-t-on, n'a été atteint que plusieurs décennies plus tard. Transportons-nous de Paris révolutionnaire à la campagne russe, sur les routes poussiéreuses décrites dans le même Roudine. Dans l'un des dialogues, on entend une phrase du quotidien, en apparence insignifiante. « Eh bien, mon frère, nous sommes arrivés. Et toi qui avais si peur que le pneu ne saute de la roue ?» Un pneu. Dans un roman écrit en 1856, ce mot est utilisé comme une évidence, comme le nom d'une pièce courante et comprise de tous sur une voiture de voyage. Pourtant, selon l'histoire officielle, le premier pneu a été breveté par Robert Thomson en 1846, mais son invention est tombée dans l'oubli. La renaissance du pneu n'a eu lieu qu'en 1888, grâce à John Dunlop. Il s'avère que Tourguenieff décrit un produit de série, largement répandu, 32 ans avant son apparition officielle. Mais il ne s'agit même pas des dates. Un pneu qui peut sauter n'est pas un simple morceau de caoutchouc, c'est le sommet de toute une pyramide technologique. Premièrement, cela nécessite une industrie chimique développée, capable de produire du caoutchouc de qualité à l'échelle industrielle.
Deuxièmement, il est pratiquement impossible de monter un tel pneu sur une roue en bois traditionnelle avec un cerclage en fer. Il ne tiendrait pas. Il doit donc s'agir d'une roue avec une jante métallique spéciale, dotée de rebords pour empêcher le pneu de déjanter. Cela implique déjà de la fonderie de précision ou de l'emboutissage, un usinage complexe des métaux. Troisièmement, une telle roue doit être légère, solide, parfaitement ronde et amovible, ce qui suppose l'utilisation de roulements et de liaisons filetées. Nous avons sous les yeux un cycle technologique complet, de la chimie à la mécanique de précision, qui, selon la version de Tourguenieff, fonctionnait déjà avec succès en Russie au milieu du XIXe siècle. Et ce ne sont pas des exemples isolés. La mécanisation, à en juger par ces textes, avait pénétré d'autres sphères de la vie. Dans Rhoudine, les héros se lancent dans un projet ambitieux visant à rendre une rivière navigable. L'entreprise échoue, mais pour quelle raison? Non par manque de technologie. Ils reconnaissent « Nous ne pouvions pas maîtriser l'eau sans une machine, et nous n'avions pas assez d'argent pour la machine. » Autrement dit, une drague n'est pas une merveille de la technique, mais un équipement standard que l'on pouvait acheter ou louer. Ce n'était qu'une question de financement. Dans Père et Fils, il est fait mention d'une batteuse commandée à Moscou, qui s'est avérée inutilisable en raison de sa lourdeur. L'adjectif lourde est essentiel. Il indique directement la présence d'un groupe motopropulseur propre, très probablement une machine à vapeur, car c'était la chaudière et le moteur massif en fonte qui donnaient un tel poids au premier mécanisme. Il ne s'agit plus de traction animale, mais d'une machine agricole autonome. Alors, que voyons-nous? Des carrosseries embouties, une production en série de pneus en caoutchouc, des dragues et des batteuses à vapeur accessibles. Le tableau d'une civilisation industrielle très développée se présente à nous. Et c'est là que réside le principal paradoxe. Si de telles technologies existaient au milieu du XIXe siècle, pourquoi l'histoire officielle date-t-elle leur apparition de bien plus tard? Et la question la plus troublante, pourquoi cette puissante industrie n'a-t-elle non seulement pas sauvé le monde du déclin écologique et social que nous avons vu dans les paysages de Père et Fils, mais semble-t-elle avoir disparu avec lui? On a l'impression d'observer deux processus parallèles, la dégradation rapide de la nature et le déclin simultané des technologies de pointe. Il semble que quelque chose de terrible se soit produit. Une catastrophe mondiale a non seulement détruit les forêts géantes et dévasté des régions entières, mais elle a aussi porté un coup dévastateur au potentiel industriel, faisant régresser la technologie de plusieurs décennies. Et Tourguenieff, en témoin impartial, nous a laissé des traces de cet événement. Ces avancées technologiques, qui transparaissent à travers le tableau d'un déclin général, ne font qu'aiguiser la question principale. Quelle a été la cause de cette catastrophe? Et ici, Tourguenieff, peut-être sans le savoir, nous laisse des indices encore plus directs et effrayants sur la nature de cet événement. Ce sont des détails qu'il est facile de manquer lors d'une lecture rapide, mais qui, examinés de plus près, forment une image unique et alarmante. Les traces d'un cataclysme mondial sont inscrites directement dans la terre, dans l'eau et même dans l'air que respiraient ces personnages. Le premier indice, et peut-être le plus choquant, se trouve dans le roman Père et Fils. En décrivant l'aménagement d'un domaine, l'auteur remarque en passant « Il construisit une maison, des dépendances et une ferme, planta un jardin, creusa un étang et 2 puits. Mais les jeunes arbres prenaient mal, très peu d'eau s'accumulait dans l'étang, et les puits se révélèrent avoir un goût saumâtre. » Arrêtons-nous sur cette dernière phrase. Des puits à l'eau saumâtre. D'où vient le sel dans l'eau douce, dans des puits alimentés par les nappes phréatiques, à des centaines et des milliers de kilomètres de la mer la plus proche? Ce n'est pas un simple détail domestique, c'est une anomalie géologique et chimique d'une ampleur colossale. Un tel phénomène ne peut pas apparaître de lui-même. La seule explication logique à une salinisation totale des eaux souterraines sur de vastes territoires continentaux est l'arrivée d'une grande masse d'eau de mer. Une vague gigantesque, un méga-tsunami ou plus simplement un déluge qui a déferlé sur les plaines, imprégnant la terre de sel sur plusieurs mètres de profondeur. L'eau s'est finalement retirée, mais le sel est resté, empoisonnant le sol et les sources d'eau potable pendant des décennies, voire des siècles. Cette plainte banale sur le goût saumâtre de l'eau pourrait être la preuve physique la plus directe et irréfutable de la catastrophe que Tourguenieff a consignée pour nous.
Et cette hypothèse d'un déluge salé jette une lumière sinistre sur ces mêmes paysages dévastés que nous avons déjà vus. Rappelons-nous la description du gouvernement de Smolensk dans une autre œuvre. Mon frère, je n'ai jamais rencontré de nature plus ingrate et plus pauvre. Dans le gouvernement de Smolensk, il y a des endroits comme ça, du sable et rien d'autre. Et de temps en temps, une herbe qu'aucun animal ne mangera. Et où est le célèbre Tchernosium russe, la terre la plus fertile? Il a disparu. À sa place, il y a du sable. Et une herbe que les animaux ne mangent pas. C'est le tableau classique des conséquences de la salinisation des sols. Le sel tue la couche fertile, transformant la terre en désert. Seules des plantes spécifiques, souvent toxiques et tolérantes au sel, peuvent survivre dans de telles conditions, que le bétail ignore. Maintenant, les villages en ruine, les toits détruits et les berges effondrées de père et fils prennent un sens terrible. Ce ne sont pas simplement des signes de déclin économique. Ce sont les traces de la survie après une catastrophe écologique. Une terre morte et empoisonnée par le sel ne peut pas nourrir les gens. Cela mène à la famine, à la désolation, à un exode massif de la population et à la destruction des infrastructures. Le tableau peint par Tourguenieff n'est pas une métaphore d'une crise spirituelle, mais le témoignage documentaire d'un monde post-apocalyptique. Mais les changements n'ont peut-être pas touché que la Terre et l'eau. Il y a des raisons de croire que l'air lui-même, l'atmosphère de la planète, a également changé. Dans le roman À la veille, nous rencontrons un passage étrange, presque poétique. Le héros regarde deux jeunes et puissants pins et pense « Le jour, les pins sont bleuâtres, mais comme ils sont magnifiquement verts le soir. » Pourquoi des arbres pourraient-ils paraître bleuâtres? Du point de vue de la physique, c'est l'effet de la diffusion de la lumière. Plus le milieu optique est dense, plus la partie bleue du spectre, à courte longueur d'onde, y est diffusée. C'est pourquoi le ciel nous paraît bleu. Si l'on suppose qu'au milieu du 19e siècle, l'atmosphère était nettement plus dense qu'aujourd'hui, alors les objets éloignés, en particulier les objets sombres comme les conifères, pouvaient en effet prendre une teinte bleutée. Et le soir, lorsque les rayons du soleil traversent l'atmosphère sous un autre angle, cet effet pouvait s'atténuer, rendant aux arbres leur vraie couleur verte. Peut-être que cette même catastrophe a entraîné un changement de la densité ou de la composition de l'atmosphère, la rendant plus transparente. Et Tourguenieff a consigné ce moment de transition, où les gens se souvenaient encore de ce qu'était le monde d'avant. Un autre détail plaide en faveur de l'hypothèse de changements climatiques mondiaux. Le même roman décrit un homme qui, en avril à Venise, porte un épais manteau de flanelle. Un mois d'avril à Venise est un printemps doux et chaud. Un épais manteau de flanelle, un tissu chaud et duveteux, est un vêtement totalement inapproprié dans de telles conditions, à moins que le climat de l'époque n'ait été beaucoup plus froid et rigoureux qu'aujourd'hui. Nous voyons donc des traces d'un possible déluge, de changement climatique et même de composition de l'atmosphère. Le tableau qui se dessine est véritablement grandiose. Mais comment un événement d'une telle ampleur a-t-il pu affecter les gens, leur mémoire collective et leur conscience de soi? Une catastrophe de cette envergure n'aurait pas pu passer sans laisser de traces. Elle a dû laisser la plus profonde cicatrice dans la psychologie de peuples entiers. Et Tourguenieff, en psychologue de génie, ne se contente pas de noter les changements physiques du monde environnant. Il perçoit aussi ces douleurs fantômes dans la conscience de ses contemporains, d'étranges références à ce qu'ils étaient auparavant. Des bribes de savoir sur le point d'être définitivement perdus, et le sentiment de vivre sur les ruines de quelque chose de grand. Sur fond de ces changements physiques grandioses, des forêts mourantes, une terre empoisonnée et peut-être même une atmosphère modifiée, la conscience humaine tente de trouver un nouveau point d'appui. Le passé devient flou et l'avenir incertain. Mais même dans ce chaos, percent des germes de l'ancienne mémoire, des fragments de savoir et de représentation qui nous semblent aujourd'hui étranges et déplacés. Tourguenieff, avec sa sensibilité phénoménale à la langue et à la vision du monde de ses contemporains, a consigné ces douleurs fantômes de la culture, nous permettant d'entrevoir l'esprit de personnes ayant vécu la rupture d'une époque. L'un des exemples les plus frappants est l'auto-identification. Dans le roman À la veille, le héros, réfléchissant aux Grecs de l'Antiquité, se compare à eux ainsi que ses compatriotes. Mais nous ne sommes pas des Grecs, ô nymphes. Nous sommes des Scythes à la peau épaisse.
Aujourd'hui, cette phrase sonne comme une licence poétique, une image littéraire. Mais pour un homme du 19e siècle, c'était quelque chose de plus. C'était une indication directe de son origine. À cette époque, les Russes se souvenaient encore et se considéraient comme les descendants directs des Scythes, un peuple grand et mystérieux qui avait autrefois régné sur les vastes étendues de l'Eurasie. Ce n'était pas une théorie exotique réservée à un cercle restreint d'historiens. C'était un sentiment vivant et organique d'appartenance à une civilisation ancienne et puissante. Ce sentiment de racines plongeant dans les millénaires contraste de manière frappante avec le paradigme historique ultérieur qui, pour l'essentiel, a amputé l'histoire russe en commençant son décompte à des époques beaucoup plus récentes. La phrase de Tourguenieff saisit un moment où cette mémoire profonde des ancêtres était encore vivante, faisait encore partie de la conscience nationale, mais allait bientôt s'éteindre et être oubliée. De même que la mémoire des ancêtres disparaissait, des concepts fondamentaux entiers disparaissaient de l'usage scientifique. Dans Pères et Fils a lieu la célèbre dispute entre le nihiliste Bazarov et Pavel Petrovitch. Dans le feu de la polémique, Bazarov s'exclame que l'homme est capable de tout comprendre. Et comment l'éther vibre et ce qui se passe sur le soleil ? Pour le lecteur moderne, l'éther vibrant est quelque chose d'archaïque, de presque mystique. Mais à l'époque de Tourguenieff, la physique mondiale reposait sur des bases totalement différentes. L'éther luminifère, un milieu hypothétique et omniprésent, remplissant tout l'espace et servant de support à la lumière et aux ondes électromagnétiques, n'était pas simplement une théorie parmi d'autres. C'était la pierre angulaire, le concept fondamental de toute la vision scientifique du monde. Les plus grands esprits de l'époque, Faraday, Maxwell, Hertz, construisaient leurs théories sur cette base. Pour Bazarov, homme aux vues scientifiques avancées, la réalité de l'éther était aussi évidente que la réalité du Soleil. Cependant, au début du XXe siècle, après la création de la théorie de la relativité, le concept d'éther fut déclaré superflu et complètement effacé de tous les manuels. La science a suivi une autre voie. Tourguenieff a consigné pour nous le moment même où cette connaissance était encore universellement acceptée et inébranlable. Son héros parle de l'éther vibrant comme d'une vérité allant de soi, sans se douter que quelques décennies plus tard, l'idée même serait déclarée pseudo-scientifique. Mais les anomalies les plus étranges concernent peut-être le sentiment même du temps, la distance historique. Dans le roman Un nid de gentilhomme, écrit en 1859, l'une des héroïnes, se souvenant de ses ancêtres, dit avec fierté « 3 des Pestov, est-il inscrit, figurent dans le synodique d'Ivan le Terrible. » Le mot-clé ici est « est-il inscrit ?» Le verbe est au présent. Le synodique, une liste commémorative, a été compilé à l'époque d'Ivan le Terrible, c'est-à-dire 275 ans avant les événements du roman. Selon toutes les règles de la langue et de la logique, il aurait fallu dire « était inscrit » ou « ont été inscrits ». Mais l'héroïne parle comme si ce document n'était pas un volume d'archives poussiéreux, mais quelque chose d'actuel, toujours en vigueur. Cela crée une étrange sensation de compression du temps, comme si des événements datant de près de 3 siècles étaient perçus comme beaucoup plus proches. Nous observons le même effet dans un autre exemple. Dans Père et Fils, l'un des personnages, voulant faire l'éloge d'un médecin, dit à une simple paysanne « L'empereur des Français, Napoléon lui-même, n'a pas de meilleur médecin. » L'action du roman, rappelons-le, se déroule en 1859. 47 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre patriotique de 1812. Il est évidemment question de Napoléon Ier, car la paysanne ne connaissait probablement pas Napoléon III. Imaginez l'absurdité d'une phrase similaire prononcée par exemple en 1992. Hitler lui-même n'avait pas un si bon médecin. Cela sonne ridicule et grotesque. Mentionner le commandant en chef d'une armée ennemie, un événement datant de près d'un demi-siècle, comme un exemple pertinent pour une simple femme du peuple, est le marqueur d'une perception du temps totalement différente. Pour les personnages de Tourguenieff, la guerre de 1812 n'est pas un événement tiré des manuels d'histoire, mais quelque chose de vivant, de presque hier. On a l'impression que soit la chronologie historique elle-même était différente dans leur esprit, plus courte,
soit que la catastrophe qu'ils avaient subie avait tellement déformé leur perspective temporelle que le passé récent semblait incroyablement lointain, tandis que le passé lointain, au contraire, paraissait très proche. Nous avons donc rassemblé de nombreux indices, des vestiges d'un monde naturel gigantesque et puissant, des traces de technologie très développées mais oubliées, des signes physiques d'une catastrophe mondiale qui a changé le visage de la planète. Et enfin, des fragments de l'ancienne mémoire dans l'esprit des gens, mémoire de grands ancêtres, de savoirs scientifiques perdus et d'un cours du temps complètement différent. Maintenant que toutes ces pièces éparses du puzzle sont devant nous, il est temps d'essayer de les assembler en une image unique et cohérente pour voir quel passé se cache réellement derrière les lignes du grand romancier russe. Ainsi, en suivant les traces laissées par Ivan Tourgueniev, nous reconstituons à partir de fragments épars une image du passé totalement nouvelle et inhabituelle. C'est un monde que les manuels d'histoire passent sous silence. Revoyons une fois de plus toute la chaîne de nos découvertes. Nous avons commencé par les paysages, le monde majestueux de Roudine avec ses arbres immenses et les vestiges de forêts anciennes contrastent vivement avec les plaines dévastées, sans arbres et sans ombre de pères et fils. Cet effondrement écologique rapide s'est produit en l'espace d'une seule génération. Sur fond de cette dégradation de la nature, nous avons découvert les traces d'une industrie étonnamment développée. Des carrosseries d'omnibus en métal embouti, une production en série de pneus en caoutchouc et de jantes complexes, des batteuses et des dragues à vapeur accessibles. Ces technologies sont en avance de plusieurs décennies sur leur époque officielle. Ensuite, nous avons trouvé des preuves physiques directes d'une possible catastrophe. Des puits inexplicables à l'eau saumâtre indiquant une incursion d'eau de mer à l'intérieur des terres, et des terres mortes et salinisées à la place des fertiles terres noires. Ajoutons à cela les étranges effets d'optique et les anomalies climatiques qui suggèrent une densité et une composition différentes de l'atmosphère. Et pour couronner le tout, la mémoire humaine, qui conserve des fragments du passé, un sentiment vivant de parenté avec les sites, une connaissance scientifique fondamentale de l'éther qui sera bientôt perdue, et un sens du temps confus et déformé, rendant le passé lointain presque présent. Lorsque tous ces éléments sont réunis, une hypothèse cohérente et en même temps effrayante se dessine. Le monde avant le milieu du 19e siècle était différent. C'était une civilisation très développée avec une nature puissante, des forêts géantes et peut-être même un climat et une atmosphère différents. Mais à un moment donné, probablement entre les années 1830 et 1850, une catastrophe mondiale s'est produite. Peut-être était-ce un déluge, une vague gigantesque qui a déferlé sur les continents, apportant avec elle de l'eau salée, détruisant les forêts, empoisonnant les sols et dévastant les infrastructures. Ce cataclysme a porté un coup dévastateur à l'ordre mondial existant, faisant régresser la technologie, provoquant la famine, la désolation et une dégradation massive. Le monde que nous voyons dans les derniers romans de Tourgueniev est un monde post-apocalyptique, un monde de survivants essayant de construire une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. Et dans ce contexte, le rôle d'Ivan Tourgueniev lui-même apparaît sous un jour entièrement nouveau. Il n'est pas simplement le chroniqueur des domaines nobles ou le psychologue des hommes de trop. En tant qu'artiste réaliste de génie, doté d'une observation et d'une honnêteté unique, il a consigné pour nous ce grand tournant avec une précision photographique. Sans le savoir, il est devenu le chroniqueur d'un monde en voie de disparition. Ses pages immortalisent les derniers arbres géants, les derniers mécanismes en état de marche d'une époque révolue, les derniers échos de l'ancienne mémoire dans l'esprit des gens. Il nous a montré le monde qui mourait sous ses yeux, et ce nouveau monde dévasté qui naissait de ses ruines. Ce même monde que nous prenons aujourd'hui à tort pour le 19e siècle originel. Bien sûr, nous n'avons fait que soulever un coin du voile de ce mystère. Notre petite enquête n'est que le début d'un long chemin. Combien d'autres clés, de codes et d'anomalies de ce genre sont cachées dans les pages de Gogol, Tolstoï, Dostoïevski et d'autres grands écrivains qui, comme Tourgueniev, ont été des témoins honnêtes de leur époque. Le moment est peut-être venu de relire les livres que nous connaissons depuis l'école, mais avec un regard complètement différent, plus attentif et curieux. De les lire non pas comme de la fiction, mais comme une chronique chiffrée,
comme un témoignage inestimable sur le monde que nous avons perdu. Et qui sait quelles autres découvertes étonnantes nous attendent sur ce chemin?